Le grand rendez-vous de l'actualité qui a dominé la semaine qui vient de s'achever, c'est la rétrospective. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Dans la première partie de la semaine, le chef de l'État, Joseph Kabila, a participé à la 8e session ordinaire de la commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine à Pretoria. La sécurité au service du développement, c'est le thème central de cette rencontre. Et le président de la République, Joseph Kabila, s'est rendu également en province orientale pour une séance de travail. L'actualité, c'était aussi la première tournée européenne du Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, à Bruxelles et à Berlin. Toujours dans cette première partie de la semaine, il y a eu du nouveau dans l'affaire Chebeya. Paul Mouilambo est interrogé par Radio France Internationale, n'était pas le vrai. Révélation faite par sa famille et le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Suivez. Jean-Marie Runiga, qui se faisait passer pour un pasteur à Kinshasa, et depuis quelques mois à la tête de ce mouvement, a déclaré samedi au cours d'un point de presse tenu à Bunagana que la guerre n'est pas un objectif primordial de ce mouvement. Rebaptisé Armée révolutionnaire congolaise, une nouvelle étiquette collée à l'action armée du Rwanda contre la République démocratique du Congo, alors que tous les rapports des experts de l'ONU et ceux des ONG internationales étalent noir sur blanc l'implication du Rwanda et de l'Ouganda, et le Conseil de sécurité, qui agite des sanctions ciblées contre les dirigeants du M23, se limite à demander l'arrêt de tout soutien extérieur aux soi-disant rebelles. Au lieu de faire la guerre sans merci, nous appelons le gouvernement congolais à avoir des négociations directes avec nous le plus tôt possible, avant qu'il ne soit trop tard, a indiqué Runiga, qui a souligné que la guerre n'est pas un objectif primordial de son mouvement. Depuis le mois d'avril dernier, cette rébellion soutenue par l'armée rwandaise contrôle quelques villages et localités dans la province du Nord Kivu, provoquant des morts et des déplacements massifs de la population vers la ville de Goma. Après avoir lancé en juillet dernier sur les marchés des billets de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais, le gouvernement compte à faire plus avec cette fois les billets de 20 000 francs congolais. La sortie de nouvelles coupures à valeur faciale élevée a souvent été à la base du déséquilibre macroéconomique, marqué notamment par l'inflation et l'instabilité du taux d'échange. Mais sera le cas avec les lancements prévus le 1er novembre. Le député Jean-Luc Moutokambali, président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, répond. Je crois que d'expérience, il y a cela 3 mois, les autres billets qu'on a mis en circulation, vous comme moi, nous n'avons remarqué aucune poussée inflationniste. Parce que tout simplement la Banque centrale et le gouvernement d'une manière générale, qu'ils avaient adopté quand même une série de mesures prudentes pour éviter qu'il y ait des dérapages. Il n'y a pas de crainte prévisible en cette matière-là. Donc les Congolais peuvent s'apaiser. Les billets seront-ils les bienvenus auprès de la population congolaise, comme était le cas avec ceux de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais? Ces billets sont les bienvenus parce que, comme vous le savez, la monnaie congolaise, je crois que le peuple congolais a appris à faire confiance en sa monnaie. Bien qu'il y a toujours les dollars et les autres monnaies étrangères qui sont en circulation, mais il faut dire que les Congolais sont quand même fiers d'avoir une monnaie stable. Je crois que ça rassure les Congolais. Je crois que les Congolais n'ont aucun problème à ne pas pouvoir utiliser ces nouveaux billets qui sont du reste des beaux billets. Malgré les craintes de la population avant le lancement de ces billets, le gouvernement congolais attend notamment améliorer l'éventail fiduciaire et contribuer à la dédollarisation de l'économie du pays. D'entrée de jeu, le porte-parole du gouvernement s'est félicité de la réussite du 14e sommet de la francophonie qui marque, selon lui, la vitalité politique de la RDC. Et en ce qui concerne le rapport final des experts des Nations Unies sur l'Est de la RDC, le gouvernement indique attendre des explications de la part des autorités ougandaises pour leur appui au M23. La RDC se dit également indignée de l'admission du Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo déplore l'admission du Rwanda en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2 ans, car cette décision constitue un très mauvais signal en ce qu'elle banalise l'horrible situation créée par le Rwanda en République démocratique du Congo
où il continue à perturber la paix et la sécurité. L'occupation par le Rwanda d'un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies n'exonère pas ce pays des obligations découlant de son appartenance à la communauté des nations. Parmi celles-ci, faut-il le rappeler, figure en bonne place l'obligation de ne pas agresser un État tiers. Du nouveau dans l'affaire Chebea, depuis le Katanga, la famille du majeur en fuite Paul Milambwe vient de douter de l'identité de la personne interviewée et dont les révélations avaient défrayé la chronique. Depuis Lubumbashi où elle vit, la famille biologique de Paul Milambwe vient de jeter à son tour un pavé dans la mare en dénonçant ce qui lui apparaît comme une substitution de personne. Après avoir suivi l'interview de Milambwe sur RFI, ses grands-parents, son cousin, son oncle et plusieurs autres membres de sa famille ont approché la RTNC Katanga pour dénoncer sans embâche le subterfuge. La volubilité de celui qui se présente comme le major Paul Milambwe les avait surpris, car leur petit-fils, neveu, cousin, Paul Milambwe était incapable d'aligner deux mots sans s'empêtrer dans le halètement caractéristique des grands bègues. Et je cite l'un d'entre eux, ce monsieur qui parle à la radio n'est pas Paul. La voix, l'audition est encore moins les Français ont suscité beaucoup d'interrogations et de doutes sur l'authentification de notre fils. Pour le gouvernement congolais, il ne s'agissait là que d'un lynchage médiatique lancé contre la RDC et son président de la République à partir des médias publics français. Le commandant police d'audience, adjudant des premières classes, Bisimwa, Tekesi, Kaouka. L'audience est reprise. Arnaud qui répond. C'est au cours de cette audience, ici au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, qu'il a été définitivement tranché. Le chef de la police à l'époque de l'assassinat du militant de droits de l'homme Floribert Chebea et de son collègue Fidel Bazana n'entrera guère dans le box des accusés. Mais quand la Cour a décidé, il n'y a pas à commenter, il y a à prendre acte et puis voir ce qu'on va faire. La haute cour militaire qui a déclaré recevables les requêtes des parties civiles s'est ainsi prononcée. La cour a aussi rejeté la demande des parties civiles de faire comparaître comme témoin le réalisateur belge Thierry Michel, qui s'est invité dans l'affaire après son documentaire sur l'assassinat de Floribert Chebea. Thierry Michel n'était effectivement pas présent au lieu du crime, mais il cite Paul Milambwe, un officier de police en cavale condamné par contumace. Quant à Daniel Mukalaï, condamné lui aussi ainsi que d'autres policiers, il n'aura pas la liberté provisoire demandée par ses avocats. Pragmatique, nous avons demandé à ce stade de la procédure la liberté provisoire. J'estime que la Cour a répondu, nous devons prendre acte. Et si je prends un terme de football, être beau joueur. Et simplement maintenant espérer que la Cour examine le fond de l'affaire le plus rapidement. La Cour craint que l'officier de police se dissipe dans la nature. Toutes les parties civiles et prévenues se sont abstenues de tout commentaire dans l'attente du verdict final de ce procès. C'est une journée très chargée pour le Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Matata Ponyo Mapon a procédé au marketing stratégique et opérationnel du pays de Joseph Kabila. Comme dans ses habitudes, le Premier ministre a respecté tous ses rendez-vous et à temps. D'abord avec Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, les échanges ont tourné autour de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. L'occasion pour les deux personnalités d'évoquer des questions liées à la violation massive des droits de l'homme par les agresseurs. Matata Ponyo a saisi l'opportunité pour solliciter le soutien de la Belgique et l'Union européenne quant aux mesures à prendre pour contraindre le Rwanda à cesser son soutien au M23. Par rapport à la présence du Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU, les Royaumes de Belgique et la République démocratique du Congo regardent vers la même direction. Les deux pays contestent à l'unisson cette présence. Didier Reynders et Matata Ponyo l'ont affirmé le lundi devant la presse belge au palais d'Egmont. D'autres questions telles que l'appui de la Belgique à la réforme des services de sécurité, la relance de la grande commission mixte belgo-congolaise et l'assistance en rapport avec la mise en place d'une bourse de valeur en République démocratique du Congo ont aussi été largement évoquées.
Avec le président du Conseil européen, Van Rompuy, le Premier ministre a exprimé son remerciement pour son soutien face à la position exprimée lors de la 67e Assemblée générale de l'ONU sur la question de l'Est. À Madame Georgieva, commissaire à l'aide humanitaire, il a été question de faire le point, notamment sur la situation des 260 000 déplacés internes. Le plan des sorties des crises quant au statu quo actuel a été abordé. Avec Piebalgs, commissaire européen au développement, Matata Ponyo-Mapon a évoqué les perspectives de la conclusion du 11e Fed. Signalons que le 10e Fed représente 634,32 millions d'euros avec un taux d'absorption de 99%, un avantage pour le pays. Peter De Crème, ministre de la Défense du Royaume de Belgique, et Matata Ponyo ont creusé l'abcès quant à la réforme de l'armée. Les deux parties ont eu des discussions. Rappelons que le vice-premier ministre et ministre belge de Finances, Steven Van Acker, l'ambassadeur Pierre Vimont de l'Union européenne et le commissaire Antonio Tajani ont aussi accueilli avec satisfaction le lobbying de la République démocratique du Congo assuré par le Premier ministre Matata. Comme qui dirait, plus le jour passe, plus l'image de la République démocratique du Congo s'améliore positivement. Après l'Afrique du Sud, le président de la République, Joseph Kabila, est arrivé à Kisangani, dans la province orientale, où la pression monte à quelques heures des élections du nouveau gouverneur prévu le 28 octobre prochain. À Kisangani, le président de la République, Joseph Kabila, consulte la base. Ce mercredi, il s'est entretenu avec le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kisangani. Et ce jeudi, nous apprenons qu'il sera en réunion avec tous les députés provinciaux des sous-sections du protocole d'État. Un démocrate exemplaire, Joseph Kabila a fait la ronde de la ville pour sonder personnellement l'opinion pour le choix de leur futur gouverneur de province. Les garants de la démocratie en RDC tentent de donner un message clair aux députés provinciaux. Il lui de voter utile pour le redécollage de leur province. Le vote doit se passer sans aucune injonction. L'agenda du chef de l'État n'est pas connu, mais la visite de chantier à Kisangani n'est pas exclue par le promoteur de la révolution de la modernité de la RDC. Depuis Kisangani, Mathieu Kamango, c'est les 50. Et voilà, je vous dis le choc. Déjà. Ça y est, la 29e Coupe d'Afrique des Nations de football qu'organisera l'Afrique du Sud du 19 janvier au 10 février 2013 peut tranquillement démarrer. La cérémonie du tirage au sort, tant attendue, a vécu mercredi 24 octobre 2012 à Durban, dans une salle de spectacle remplie de différentes personnalités politiques et du football continental et mondial, parmi lesquels les sélectionneurs des 16 pays qualifiés à cette joute continentale. L'organisation d'une phase finale de la CAN est voulue comme une fête en Afrique, comme partout dans le monde. Il faut alors la joindre à la musique. Puis s'en est suivi les mots des circonstances du président de la CAF, Issa Yatou, qui a félicité le pays hôte avant de voir Jacob Zuma, le président sud-africain, prendre à son tour la parole pour circonscrire l'événement. Viendra ensuite les moments que tout le monde attendait, le tirage proprement dit. Il n'y a pas de mystère. Le comité organisateur fait appel à Mark Williams, une légende du football du pays de Nelson Mandela. D'entrée des jeux, le Ghana et la Côte d'Ivoire seront fixés dans les groupes B et D. Et la RDC sera elle aussi extirpée du bocal de la CAF. Et voilà, je vous dis le choc. Déjà une grosse équipe avec une autre grosse équipe. Ça fait une finale déjà. Les Léopards tombent dans le groupe B, accompagnés du Ghana, du Niger et des Aigles du Mali, un groupe placé à Port-Elizabeth. Dans la foulée, le reste du tirage est connu. Les groupes A, dans lesquels on retrouve les pays hôtes, se voient aussi gonflés du Cap-Vert, du Maroc et de l'Angola. Le groupe C qui verra à sa tête la Zambie promet également des étincelles dans l'air avec le Nigeria, le Burkina Faso et l'Éthiopie qui refait surface. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire devra se mesurer face à la Tunisie, l'Algérie et le Togo dans le groupe D. À première vue, c'est un tirage aussi équilibré. Seules les nations les mieux préparées feront des bons résultats.
L'élection du gouverneur et du vice-gouverneur du Bas-Congo et de la province orientale en passant par la campagne électorale était à la une de l'actualité dans la seconde partie de la semaine. À l'issue du scrutin, le candidat de la majorité, Jean-Pierre Darwezi, est tombé au profit de Jean Tokole du PDC qui sera face à Jean Bamanissa lors du deuxième tour prévu le mercredi 31 octobre. Et au Bas-Congo, le deuxième tour opposera le candidat gouverneur de Yonkousou à Jacques Mbadou. Suivez. Le processus de la démocratie en marche en République démocratique du Congo. Ce jeudi 25 octobre 2012, le candidat gouverneur de la province orientale s'explique un à un devant les députés provinciaux. Et ce jeudi, c'est Jean Bamanissa qui a donné le gant en expliquant son programme d'action devant les élus de l'Assemblée provinciale à Kisangani. Exercice de la démocratie oblige. Il a axé son plan d'action sur la gestion saine, la moralisation de la vie publique, l'amélioration du climat des affaires, la réhabilitation et modernisation des infrastructures de 2012 à 2014, une perspective de développement à long terme, la restructuration d'une gouvernance pour le développement au profit de la population. Jean Bamanissa Saïdi se veut unificateur et au service de la population. Il prône la gestion rationnelle et la modernisation de la province orientale en continuité des actions du gouvernement de la République, des chantiers à réaliser et de la révolution de la modernité prônée par les chefs de l'État Joseph Kabila Kabange. Nous venons de l'apprendre ici après plusieurs sondages qui restent serrés entre Jean-Pierre Darwezi, John Tokole et Bamanissa, les candidats du peuple, appréciés par tout le monde. Depuis Kisangani, Mathieu Kamango, TF50. Après avoir échangé en tête-à-tête et tour à tour avec une dizaine de personnalités politiques belges et celles de l'Union européenne, le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas allé par le dos de la cuillère pour obtenir la condamnation de l'agression du pays de Joseph Kabila par le Rwanda. Le chef du gouvernement a une fois de plus présenté le tableau de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Matata Ponyo a pu convaincre son homologue belge, Elio Di Rupio, en ce qui concerne le lobbying qui continue à produire des effets positifs en faveur du pays. Le chef du gouvernement a abordé de manière générale des questions politiques de l'heure avec André Flao, président de la Chambre de représentants. Ce même sujet a été évoqué entre Matata Ponyo et Mme Sabine de Berthuin, présidente du Sénat belge. Le Premier ministre Matata a eu une rencontre fructueuse avec les hommes d'affaires et investisseurs potentiels belges ayant la passion du Congo-Kinshasa. Ces opérateurs économiques font partie de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture Belgique, Luxembourg, Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'est à Goma que les ministres de défense des pays membres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs ont adopté ce plan qui doit être rendu public au prochain sommet des chefs d'État. Ce document est censé préciser les grandes lignes de la matérialisation de la future force internationale. Pour le ministre congolais de la Défense, Alexandre Lubantambo, que cite Radio Okapi, son adoption constitue un grand pas vers la solution à l'insécurité qui prévaut dans l'est de la RDC. Les chefs d'État de la sous-région vont donc devoir nommer dans un bref délai le commandant de cette force ainsi que son adjoint pour que débute réellement la mise en place des structures. Déjà, les ministres de défense des pays de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ont promis de fournir leur contribution. C'est à la fin de leur sommet tenu au début du mois de septembre à Kampala que les chefs d'État de la CIRGL avaient demandé à leur ministre de la Défense de se réunir très vite pour travailler à l'opérationnalisation de la force internationale neutre en vue de son déploiement dans un délai de 3 mois. Une fois mise en place, elle pourra lutter selon ses initiateurs contre les différents groupes armés dont les plus connus tels que les M23, les FDLR, la DEF-NALU et les FNL du Burundi. Du colonel John Chibangu, toujours en fuite dans les territoires des Kabé et Kamwanga,
préoccupe encore et toujours le gouvernement provincial du Kasai oriental. Et samedi 27 octobre 2012, devant les membres du Conseil provincial de sécurité, le gouverneur de province, Alphonse Ngoui Kassanji, a présenté à la presse locale 4 prévenus qui ont coopéré et vécu avec le colonel John Chibangu pendant plus de 2 mois. C'est une très bonne opération pour les services de sécurité qui restent très confiants sur l'arrestation du colonel Chibangu dans les jours qui suivent. Selon le gouverneur de province Alphonse Ngoui Kassanji, presque tous les éléments des FRDC de la 4e région militaire qui avaient fait défection avec Chibangu ont déjà rejoint les forces armées. Le colonel John Chibangu est pratiquement seul aujourd'hui. Il ne reste qu'à mettre la main sur lui. L'autorité provinciale a lancé un appel à toute la population du Kasai oriental afin de doubler la vigilance. Alphonse Ngoui Kassanji a rappelé récompense de $20,000 américains pour quiconque donnerait l'information exacte sur la position de cet officier militaire indiscipliné. La tentative de rébellion dans le Kasai demeure donc un échec total. Et d'après les témoignages de tous les 4 prévenus, les colonels John Chibangu avaient déjà commencé à leur donner la formation militaire pour devenir ses propres éléments. Depuis Bujumaï, Crispin, Chibinkoufoua, Pelé 50. Grande nouvelle ici à Kisangani. Le candidat de la majorité présidentielle vient de tomber, Jean-Pierre Barrozi Makombe. Il vient d'obtenir 25 voix contre 27 à Jean-Bamanissa Saïdi, indépendant, et Jean Tokone, questeur de l'Assemblée provinciale, 42 voix. Selon la loi électorale, les 2 premiers candidats devront être soumis au 2e vote le mercredi prochain, ici à Kisangani. Pour rappel, les élections organisées par la CENI pour la succession de Médard Aouchaya Senga à la tête de la province orientale vient de se tenir ce dimanche 28 octobre 2012 comme prévu par la loi de la CENI. C'est la salle de plénière de l'Assemblée provinciale de Kisangani qui a servi de cadre de cet exercice démocratique où 95 députés sur 96 qui la composent ont répondu présent. Le président de cette chambre, Masiki Mikamango Philippe, ouvre la séance. Protocole oblige, c'est le bureau de la CENI, conduit par protocole oblige, c'est le bureau de la CENI, conduit par le 2e rapporteur de la CENI nationale qui conduit la séance. Suspense totale dans la salle. C'est le déballage de l'envie. Contenant le bulletin venu de Kinshasa. Le comptage est fait en présence de Fona. Le futur gouverneur qui sera connu le mercredi ici à Kisangani aura une lourde tâche, celle de la reconstruction de toute la province, où plus de 15 millions d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable et devra veiller à l'unité de toute la province, la réforme de l'administration. Bref, être le moteur du redécollage de la province. Depuis l'Assemblée provinciale à Kisangani, M. Kamango, Télé 50. Le 28 octobre, c'est le jour choisi par la CENI pour la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ici au Bas-Congo. L'accès dans la salle des votes était difficile pour les journalistes de Kinshasa. Mais ce qu'il faut savoir, ces élections ont surpris la majorité présidentielle, notamment son secrétaire général Obeminaku qui est sur place. Car la donne n'était pas favorable au candidat de leur choix, de Nkusu qui a eu 12 voix et son concurrent de taille 14 voix, Jacques Mbadou. Alors, une réunion se tient d'urgence ici à Matadi entre le secrétaire général de cette forme, Obeminaku, et le cadre de la majorité est venu ici à Matadi. Le deuxième tour interviendra dans 48 heures. Donc, la majorité présidentielle doit prendre ses responsabilités en main pour faire élire le candidat de Joseph Kabila Kabange de Nkusu. Ainsi prend fin cette rétrospective. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la télévision du cinquantenaire. Pembeni na yo nalingi na yebisa yo likambo
mosika na yo pembeni na yo esengwa kozala nazana posa na yo nakokoka te kozala mosika na yo pembeni na yo esengwa kozala